Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à Cartes sur Table, une édition spéciale consacrée à un hommage à une grande personnalité. Le ministre Aboem Achoyi est parti, vous l'avez certainement appris il y a quelques jours, au cours du mois de janvier. Le ministre Aboem Achoyi est un peu l'auteur de ce qu'on appelait les 6 facettes de la crise anglophone, un héritage dans l'analyse des problématiques camerounaises, partant effectivement de ce qu'on appelle désormais la crise anglophone. Une crise, comme vous le savez, qui connaît un volet sécuritaire et qui coûte cher à notre pays parce qu'il y a un certain nombre de concitoyens autres qui ont décidé de partitionner le Cameroun. On va donc avec les invités de ce soir essayer sous fond de bilan d'analyse mais aussi de prospective analyser donc les 6 facettes de la crise depuis la réflexion d'Aboem Achoyi, comment est-ce que la crise a évolué, où en est-on aujourd'hui et surtout est-ce que la problématique est sur la voie de trouver une solution. 3 invités pour en parler. D'abord, je dis bonsoir au docteur Vincent de Paul Kamgaptenko. Bonsoir M. Djibita, bonsoir aux chers téléspectateurs. Bonsoir mes prestigieux copanélistes. Merci pour l'invitation encore une fois. C'est toujours un plaisir pour moi de venir partager quelques idées avec vous. Merci de cette amitié renouvelée. Je dis bonsoir également au professeur Ramsès Tchana Kegan. Bonsoir. Bonsoir M. Djibita. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir partager quelques petites choses sur votre plateau. Bonsoir aux autres copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs de STV. Je précise que vous êtes enseignant-chercheur au département de sciences politiques à l'Université de Douala. Oui, c'est bien ça. Merci. Et puis enfin, le 3e et dernier invité de ce soir, Robert Mouté Ambassa. Bonsoir. Bonsoir, député, et bonsoir aux companélistes. Bonsoir aux téléspectateurs de STV. Vous intervenez ce soir en qualité de personnalité ressource. Tout à fait. On va peut-être, avant de rentrer dans l'analyse de ces 6 facettes, dire 1 ou 2 mots sur l'auteur, sur celui-là qui, évidemment, a mené cette réflexion. Le ministre Aboem Achoyi, dont on sait qu'il a joué un rôle assez important sur la question anglophone. D'abord, en tant que membre d'une commission qui a étudié ces questions-là, en tant qu'ancien gouverneur de la région du Nord-Ouest, ancien gouverneur de la région du Sud-Ouest, secrétaire général du Premier ministre sous Paul Biya, mais aussi secrétaire général du président de la République sous Paul Biya également. Alors, qui était Aboem Achoyi et quel a été son rôle dans l'administration camerounaise depuis cette époque-là, Vincent de Paul? Bien. Merci M. Djibita de me faire l'honneur de prendre la parole en premier. J'ai connu M. Achoyi au début des années 2017. Il est apparu dans l'espace public en tant que spécialiste des questions liées à la crise anglophone parce qu'il avait la casquette d'ancien gouverneur de ces 2 régions, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Mais en creusant un peu, on s'est rendu compte que c'était un très haut commis de l'État et il fallait effectivement creuser pour le savoir parce que c'est un homme dont la modestie ne laissait pas transparaître un tel background. Né en 1944, dans une famille très modeste, qui va faire ses études primaires dans son village, qui va faire ses études secondaires au collège protestant de Libamba, ensuite qui va aller à l'université, je crois c'était de la République fédérale du Cameroun, et qui va sortir de là pour rentrer à l'École nationale d'administration et de magistrature, et qui va sortir administrateur civil, et qui va donc se retrouver au ministère de l'administration territoriale, où il avait un poste dont je ne me souviens pas très bien. Mais il y a une petite anecdote qui transparaît dans le parcours de cet homme, c'est que le brillant esprit qu'il était va taper à l'œil du président Amadou Ahidjo. Il se trouve que, d'après lui, et ça ressort de l'entretien que vous avez eu ensemble en 2017,
il se trouve que pour devenir administrateur civil principal, il fallait passer par un concours. Il va donc passer ce concours et sur la centaine de candidats, il sera le major. Ce qui va attirer... En 1969. Voilà. ENAM, la promotion de 1969 à l'ENAM. Voilà. Et donc, à l'issue de ce concours, donc, il va taper à l'œil du président Amadou Ahidjo, qui va s'intéresser à savoir qui était ce brillant esprit qui va réussir à avoir un concours devant des personnalités qui étaient des secrétaires généraux des ministères, qui étaient des directeurs dans des administrations centrales et tout. Et c'est comme ça donc le président Ahidjo, de manière discrétionnaire, va décider de faire de lui le directeur de l'administration territoriale au ministère de l'administration territoriale, sur le ministre Aïssi Vondo. Et c'est comme ça donc sa carrière va démarrer dans des hautes fonctions. Il va se retrouver secrétaire général de plusieurs ministères, ensuite secrétaire général des services du Premier ministre, sous le président Paul Biya, sous le Premier ministre Paul Biya, pardon. Et ensuite, secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, toujours cette fois-ci sous le président Paul Biya. Et il y a aussi une autre anecdote qui le concerne, c'est que pendant qu'il était secrétaire général des services du Premier ministre, il va se retrouver gouverneur de région. Ce qui est incongru quand on connaît... Exceptionnel, vous voulez dire, pas incongru forcément. Bon, oui, je vous laisse. D'accord. Bon, si je dis incongru, ça veut dire que ça ne correspond pas à la trajectoire ascendante. Okay. C'est plutôt la trajectoire descendante. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que, toujours d'après M. Achoyi, pendant qu'il était secrétaire général des services du Premier ministre, il y avait une brouille entre les élites du Nord-Ouest et le gouverneur qui était en place. Ces élites vont se rassembler donc et vont rencontrer le président Ahidjo pour exprimer leurs griefs et demander que le gouverneur qui était en place ne soit plus maintenu dans ses fonctions. Et ils vont donc à ce moment-là demander aussi que, même si c'était un francophone, cela ne leur poserait pas de problème. Mais pourvu qu'il parle anglais, le président Ahidjo, toujours d'après M. Achoyi, va donc appeler le ministre Aïssi Vondo pour lui demander s'il avait une personne qui correspondait à ce profil, qui parle anglais et qui est administrateur civil, qui peut être nouveau gouverneur. Il va lui dire, il existe, mais il est déjà secrétaire général des services du Premier ministre. Et c'est à cette occasion, donc, le président Ahidjo va tenir à ce que cet homme soit nommé gouverneur, mais que le rang protocolaire des gouverneurs soit élevé pour que ça corresponde à celui de secrétaire général des services du Premier ministre. Et c'est donc comme ça qu'il va occuper ces fonctions-là. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'il va présider la fameuse commission qui va réfléchir sur le problème anglophone, dont l'ancien ministre Tandem a été président et dont le président Paul Biya actuel était membre. Et puis M. Achoyi, lui, était secrétaire rapporteur. Rapporteur aux côtés de Dorothy Ndiema. Et voilà. Et c'est donc, je pense que c'est ça qui va faire en sorte que c'était un homme qui avait une connaissance pointue du problème anglophone. Alors on l'a dit, il est de la promotion 1979 de l'ENAM. Quelques noms qui étaient également dans cette promotion-là. D'ailleurs, il en était major. On peut citer comme administrateur civil Samson Enam, qui était gouverneur, Ngo Pierre, Amadou Mustafa, Gaga Amanadi. Toujours dans cette promotion, il y avait des magistrats, Esso Laurent, Ito Benjamin, Moshe Frédéric, bref, c'était pour citer quelques-uns de ces promotionnaires. Vous le disiez, à l'administration territoriale, David Abouem Achoyi a été tour à tour chef service de la coordination, directeur de l'organisation du territoire et d'être le 31 août 72 secrétaire général de ce ministère. Prof Tchana, quelques mots sur la personnalité. Oui, c'est vrai que le copanéliste a dit l'essentiel sur sa trajectoire. L'une des choses qui a le plus marqué et qui fait en sorte que M. Abouem Achoyi soit presque unanime, c'est son caractère d'humilité, son intégrité, de sorte que
bien qu'étant gouverneur, il avait avec ses collaborateurs des rapports tels que ses collaborateurs ou bien ses administrés le trouvaient plutôt différent des autres administrateurs. Alors même que certains dirigeants ou certains membres de l'administration territoriale se comportaient dans des zones un peu comme des gens d'en haut, les administrés des régions où le monsieur Abouem Achoyi a été gouverneur, notamment le sud-ouest et le nord-ouest, soulignent que c'était quelqu'un d'assez ouvert et accueillant et surtout qui était à l'écoute des populations et de tout le monde. C'est-à-dire que, contrairement à ses prédécesseurs, le co-panéliste a relevé tout à l'heure ce qui a conduit au remplacement de son prédécesseur par lui, c'est que contrairement à ses prédécesseurs, il avait un esprit ouvert et surtout écoutait ses compatriotes des régions dans lesquelles il était gouverneur. Il semble même qu'au sein du premier ministère et même au sein de l'administration territoriale, après son départ, ses proches collaborateurs regrettaient un peu qu'on leur ait retiré voilà, ce supérieur hiérarchique qui ne se considérait pas comme tel. Donc il y a cette humilité et surtout l'intégrité qui caractérisait M. Abouem Achoyi. Avant même qu'il ne disparaisse, avant même son décès, il y avait déjà cette unanimité par rapport à sa façon de faire. Beaucoup de gens louaient son intégrité et surtout sa façon de vivre. Hein. C'est vrai que dans un monde où on est frappé par l'accumulation des dirigeants politiques, on a été surpris de voir qu'il avait une demeure modeste, et ainsi de suite, et qu'apparemment, il aurait même, malgré son statut de secrétaire général de la présidence, de ministre même de l'enseignement supérieur, il ne l'a pas cité, voilà. Donc, malgré ce statut de SGPR, de ministre, de gouverneur et autres, il ne se comportait pas comme un dirigeant ou un gouverneur en terrain conquis. Donc c'est cette humilité-là et cette intégrité qui frappe encore les gens jusqu'aujourd'hui et qui fait en sorte que sa disparition est un peu une grande perte pour tous les Camerounais des divers horizons, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On le pleure comme quelqu'un qui était un exemple à suivre et on espère que son héritage qu'il a laissé, ces différents passages, seront un atout ou une expérience pour les générations futures. Mouté Ambassa, un mot sur le personnage, la personnalité. Merci de me donner la parole. Dipita, pour nous autres Mbamois, parce qu'Abouem était Mbamois, il faut le dire quand même, mais il avait une envergure nationale et internationale. Mais sa mort nous a fait particulièrement très mal. Et j'ai pensé dire un petit mot par rapport à ça. Et vous savez, des gens comme le patriarche et ministre Abouem, on ne doit pas improviser quand on parle de lui. Donc, j'ai prévu un petit mot et pour dire que le patriarche, la mort du patriarche et ministre David Abouem Achoyi nous cause un chagrin, un très grand chagrin, dont chacun sait ou perçoit la qualité faite de courage, de désintéressement, de disponibilité et de dévouement au bien public. Avec la mort du patriarche David Abouem Achoyi, le Cameroun vient de perdre l'un de ses 10 fils et serviteurs, sous le choc d'un drame où s'entremêlent grandeur, surprise, angoisse et insinuation. La grandeur d'un homme qui assume son destin. La surprise de tous ceux qui l'ont vu quelque temps avant, à l'occasion de la présentation des vœux au chef de l'État, à Mondovision, on l'a vu alerte au palais. Quelques temps après, je crois 2 jours après, il fêtait son 81e anniversaire. L'angoisse de sa famille, parce que ils étaient là, il était bien, et subitement, patatras, il n'est plus. Ça a créé une grande peur au sein de la famille, éplorée. Et les insinuations qui ont du fait que on a vu quelqu'un alerte 2-3 jours avant et subitement on dit il n'est plus. Et évidemment, les insinuations sont allées dans tous les sens. Tout simplement, je dirais que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend.
Pour nous autres Mbamois, nous pleurons un surdoué, une étoile, une brillance, un objectif à faire, une référence, je dirais même une asymptote, qui a vécu toute sa vie en toute sobriété et en toute simplicité. Cette mort nous rappelle plusieurs autres Mbamois de valeur qui sont partis avant lui, à savoir Charles Okala, Philémon Bebadong, Bernard Bidia Sangon, Gilbert Ntang Moubitang, Gilbert Bolalima, Léon Baouni Batende, André Botoangon, Justin Dioro, Ayombo et j'en passe. Nous pleurons un homme intègre, bon, pétri de tendresse et de fidélité. D'accord. À la fois préparé à subir les épreuves que nous réserve le combat de la vie, mais fragile quand ce combat dérive, change de nature et vise le cœur. D'accord. Que la terre nous enseigne plus soit légère. Merci pour cet hommage. On va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse et surtout l'évolution de la crise par rapport aux 6 facettes de la crise anglophone telle que décrite par le ministre David Aboum Achoyi. Peut-être rappeler rapidement ces facettes: une crise identitaire et historique, une crise politique et institutionnelle, une crise sociale et économique, une crise linguistique et culturelle, une crise sécuritaire et militaire, et enfin une crise de gouvernance et de confiance. Voilà un peu résumé globalement ces 6 facettes-là. En quoi cette approche se distingue-t-elle, prof, des autres analyses sur la crise anglophone? Oui, avant de répondre à votre question, c'est vrai, vous avez paraphrasé les 6 facettes que le patriarche Aboum Achoyi a identifié pour analyser la crise anglophone. Plus concrètement, les 6 facettes, d'après c'est dit, il y avait d'abord la critique de l'État centralisé comme première facette. Deuxièmement, le transfert des centres de décision des localités vers Yaoundé. Ça, c'est la deuxième facette. Et la troisième facette, c'est le non-respect de la différence linguistique, le non-respect de ces différences linguistiques dans le fonctionnement de l'État. La quatrième facette, c'est le non-respect des promesses de la campagne électorale lors du référendum de 1972. L'autre facette maintenant, c'est le nom de l'État. Le nom de l'État, le changement du nom de l'État de la République unie à la République du Cameroun. Et dernière facette, c'était le non-respect du bilinguisme. Ça, ce sont les facettes qu'il a pu identifier. La différence entre ce qu'il a fait et les autres, c'est que c'est une sorte d'analyse froide de la situation, parce que lui a été sur le terrain, a été presque sur tous les fronts. D'abord, on l'a relevé tout à l'heure, il a été dans la commission mise en place par le président Amadou Ahidjo pour évaluer la situation. Et la Providence a voulu qu'il soit rapporteur. En 1979. Voilà. Et en tant que rapporteur, il a pu être au courant de tous les avis des différents membres et des populations. Plus tard, il sera gouverneur du Sud-Ouest et gouverneur du Nord-Ouest. Et donc, en recevant constamment les populations, il a pu savoir exactement ce que ces populations-là ressentaient. Donc, par rapport à la critique de l'État central, contrairement aux autres gouverneurs et aux autres autorités qui essayaient de nier qu'il n'y avait pas de problème, lui, il explique justement qu'il y a effectivement un problème parce que les populations se plaignent. Lui étant sur le terrain, il a constaté cela. Il critique l'État central et donne un certain nombre de détails par rapport à cela. Ces populations qui ont vécu pendant longtemps dans le système d'Indare Rule où on n'avait pas besoin de quitter sa localité pour aller loin trouver la résolution de ces problèmes. À cela s'ajoute le transfert des centres de décision. Certaines localités, notamment Bamenda, avaient des structures un peu comme le Public Works Department, PWD, qui avaient des engins de réfection des routes et n'attendaient pas que les pluies arrivent. C'est un exemple qu'il a donné et que beaucoup de personnes ont confirmé. Cet organisme, par exemple, n'attendait pas la saison de pluie pour
arranger les routes dans ces localités, puisque la structure avait des engins. Avec la République unie du Cameroun, on a assisté à un transfert d'un certain nombre d'équipements dans la capitale, à la capitale Yaoundé, ce qui fait que désormais, il fallait un aval du ministère des Travaux publics pour qu'il y ait un transfert de la logistique pour arranger ces routes-là. Or, certaines populations se plaignaient du fait que les procédures faisaient en sorte que les engins arrivaient soit à temps, parce que ces engins pouvaient être déployés ailleurs. Il y a ça. Il explique également, je prends juste ces deux exemples, ce problème d'adduction d'eau qui auparavant était fait par les communes et qu'avec l'arrivée de la SNEC, que dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, les populations transformaient par SNEC, qui signifiait en français serpent. Donc, la SNEC arrive et dépossède les localités de la construction et des adductions, de la distribution d'eau potable. Les populations n'ayant plus, les communes n'ayant plus la possibilité de le faire dans les zones reculées, le problème d'adduction d'eau a fait en sorte que les populations commencent à critiquer le transfert des centres de décision des localités vers Yaoundé, vers une zone plus lointaine. Au niveau du non-respect, des préférences culturelles et linguistiques. Effectivement, les populations se plaignaient d'une sorte de francisation du service public, surtout lorsqu'ils quittaient les localités pour se rendre notamment au centre administratif à Yaoundé ou bien dans les régions, alors que dans le système culturel hérité de la colonisation britannique, l'administration était plus proche des populations et que la langue essayait d'être imposée, le respect de l'anglais, malgré le fait que la Constitution indiquait que l'anglais et le français sont des langues officielles d'égale valeur. Les populations exprimaient le fait que, à tort ou à raison, je ne sais pas, le fait que le français était plutôt dominateur par rapport à l'anglais. L'autre facette, c'est le non-respect des promesses de la campagne électorale. Tout à l'heure, en faisant son parcours, le copanéliste a indiqué comment les postes qu'il a occupés. Bien entendu, il était dans l'équipe de campagne pendant le référendum de 1972, dans l'équipe de campagne au nord-ouest et au sud-ouest. Et l'une des promesses des campagnes pour que les populations votent oui au référendum à la République unie du Cameroun, c'était que les finances, les ressources qu'on dépensait dans la fédération devaient être utilisées dans la République unie pour le développement. Les populations se plaignent qu'ils ne ressentent pas ce développement-là depuis que la République unie du Cameroun a été instituée. Et c'est pourquoi, c'est-à-dire, ils observent que l'urbanisation, tant indiquée, tant proclamée pendant la campagne, le développement des campagnes, l'agriculture et autres, ils ne ressentent pas cela. L'autre facette, c'est le changement de la forme de l'État. Certains n'ont pas vu de problème. Le passage de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. En principe, pour moi, il n'y a même pas de problème. Sauf que, sur le plan historique, République du Cameroun était le nom de l'entité indépendante le 1er janvier 1960. Et que ça ne s'appelle pas encore Cameroun oriental. Il y a cette erreur que les gens commettent souvent. Les expressions Cameroun oriental et Cameroun occidental arrivent avec la République fédérale. Avant la réunification, on ne parle ni du Cameroun oriental ni du Cameroun occidental. C'est-à-dire, République du Cameroun, c'est l'entité, c'est-à-dire la partie sous tutelle de l'ONU confiée à la France qui accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Elle s'appelle République du Cameroun. Le 1er octobre 1961, on assiste à la réunification. Le Southern Cameroun, c'est-à-dire une des parties du territoire sous tutelle britannique, se réunifie avec la République du Cameroun pour former la République fédérale du Cameroun. Cette fédération va exister 11 ans et en 1972, l'unification. Et donc, la République fédérale du Cameroun devient la République unie du Cameroun. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que, en 1984, il y a un projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale et qui est voté. La République unie du Cameroun devient République du Cameroun. Au sein de l'élite anglophone,
d'une partie de l'élite anglophone, c'est comme si on retournait au nom de l'entité avant la réunification. Or, paraît-il, il n'y a pas eu une bonne campagne d'explication. Parce que le passage, selon les initiateurs du projet, notamment au niveau de la présidence, l'initiateur du projet de loi estimait que, en maintenant République unie du Cameroun, on ne ressentait pas l'intégration nationale au Cameroun. En enlevant le mot uni, puisqu'on l'est déjà, ça permettait de ressentir effectivement l'intégration nationale au Cameroun. Voilà les différentes facettes et qui font en sorte que l'analyse d'Abouem Achoui est une analyse froide de la situation. Surtout, ça arrive à un moment où les autres élites politiques nient l'existence d'un problème. Lui qui a été sur le terrain dit effectivement, oui, il y a un problème, voilà les différents problèmes. Voilà pourquoi son analyse me semble être une analyse très poussée et qui est entrée en profondeur par rapport aux autres acteurs politiques. Il est peut-être bon d'avoir également la liste des membres qui ont composé le comité ad hoc de haut niveau, mis à l'époque sur pied par le président Aïdjo. 3 membres sont vivants, encore vivants, le président Paul Biya, alors Premier ministre, Madame Dorothy Ndioma, 2, pardon, oui, voilà. Évidemment. Oui. Madame Dorothy Limunga Ndioma, elle était vice-ministre de l'Éducation nationale, et le ministre Abouem Achoui, qui à l'époque était gouverneur, qui est parti le 25 décembre de 2025, le 15 janvier, 2025, jour de son anniversaire. Oui. Alors tous les autres sont Salmon Tandemouna, qui était président de l'Assemblée nationale, il en était le président du comité également, les ministres d'État Samuel Eboa, Saoudou Daoudou, Victor Aïssi Vodo, Emmanuel Egbetabi, Namata Elangwe, Christian Songwe Bongwa, Joseph Choncoin Awonti, le député et secrétaire administratif de l'UNC Thomas Ebongalame, le secrétaire permanent à la Défense nationale Samuel Kame, le directeur général de la DIRDOC, Jean Fauchivé, le gouverneur du Sud-Ouest, Fon Fossi Yakoum Nto. Alors, si on fait un parallèle, plutôt il est question d'interroger, de faire un parallèle avec l'histoire, avec le contemporain, sur cette première facette, Mouté, Ambassa, c'est l'État centralisé. Quand on fait la critique de l'État centralisé, son parcours, un peu le chemin, est-ce que cette critique, aujourd'hui, est perçue de façon identique? Est-ce qu'il y a eu évolution? Est-ce que l'évolution permet de mieux cerner la crise? A-t-elle qui sait peut-être apporter une réponse à ceux-là qui estimaient que le pouvoir de décision s'est éloigné de leur région? Oui, bonne question. D'après les facettes du patriarche ministre Abouem Achoui, il y a un début de solution. Parce que la décentralisation est un début de solution. C'est-à-dire qu'on essaie de ramener les institutions vers les populations. Parce que s'il y avait cette critique de l'État centralisé, c'était que depuis l'époque allemande jusqu'à l'époque anglaise, près de 90 ans, ils faisaient la chose sur place, là, ils ne partaient pas loin. Maintenant qu'on a tout ramené à Yaoundé, ça a créé un certain nombre de perturbations jusqu'aux positions hiérarchiques. Parce que quelque part dans une sortie du ministre Abouem, il parle de l'ancien secrétaire général du gouvernement du côté anglophone, qui se retrouve chez le service sous-directeur à Yaoundé. Ça crée des frustrations. Au niveau de cette zone anglaise, on ne nommait pas les gens n'importe comment. Il y avait une commission qui siégeait pour s'assurer qu'un secrétaire d'administration ne va pas aller commander un administrateur civil, un sous-lieutenant ne va pas commander un capitaine. Donc c'était bien suivi, bien organisé, de manière à ce que c'est le meilleur qui passait. En même temps, il y avait la possibilité d'évaluer ces hommes publics qui travaillent. Derrière chaque poste, il y avait une face. Il fallait expliquer.
Donc tout ça disparaît quand tout remonte à Yaoundé. Et justement, ça a commencé à poser des problèmes. Et par rapport à la question, la décentralisation est un début de solution parce qu'on ramène les choses, les institutions, le plus proche possible des populations. Maintenant, il faut que cette décentralisation soit effective. Surtout que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est un statut spécial qui va un peu plus loin que la décentralisation simple. Donc c'est un statut spécial qu'il faut mettre en application et permettre que les populations se retrouvent, se reconnaissent dans cette décentralisation, parce que si on met une décentralisation qui ne règle pas les problèmes qui ont poussé les uns et les autres à avoir cette attitude, cette position de frustration, évidemment on n'aura rien fait. Donc je pense que c'est un début de solution. Maintenant, il faut aller au fond des choses, permettre qu'une fois la décentralisation mise en place, on verra le statut spécial mis en place, on verra bien qu'est-ce qui a été solutionné, qu'est-ce qui reste à solutionner pour voir s'il faut faire des amendements ou bien faire un léger plus. Sur la critique de l'État centralisé et l'ère contemporaine. Oui, alors, il faut peut-être rappeler que ce que le ministre Abouem Achoyi a mis en exergue dans ses analyses, c'est le fait que les deux colonisations ont fabriqué deux cultures administratives. Et ces cultures administratives avaient leurs spécificités, avaient leurs forces, avaient leurs faiblesses. En 1972, avec l'avènement de l'État unitaire, c'était la fin, en quelque sorte, de ce qu'on appelait les trois fonctions publiques. La fonction publique de l'État fédéré occidental, l'État fédéré oriental et de l'État fédéral. Cela supposait donc qu'il fallait procéder à un travail de fond pour ressortir dans les deux systèmes qui existaient, un système qui devait non seulement faire consensus, mais permettre de ressortir une spécificité camerounaise. Mais ça n'a pas eu lieu. Ce que le patriarche Abouem dénonce, c'est la francisation de la fonction publique. C'est le système francophone qui est imposé à l'ensemble du territoire. Et ça se voit même à travers la préfectorale. Dans le Cameroun anglophone, on ne connaissait pas le système de la préfectorale. C'était le système des counties, c'est-à-dire des districts, et des municipalités. Bien sûr, pendant la période coloniale, c'était les natifs, les native councils, parce que les colons anglais vont s'appuyer beaucoup plus sur les chefferies traditionnelles pour administrer leur territoire. La petite élite qui va devenir l'élite politique ne va arriver que plus tard. Donc, ils vont se retrouver du jour au lendemain avec et les préfets, et les sous-préfets, et les gouverneurs, sans oublier bien sûr les commandants de brigade et tout ce qui va avec. Donc, ça a été comme une victoire du système francophone sur le système anglophone. Et le patriarche a dit, et il a précisé, que cela c'était l'une des premières fautes. Parce que la volonté qu'il y avait derrière l'élite anglophone, ce n'était pas qu'il y ait division ou bien que le Cameroun demeure une fédération, mais c'était qu'on ne leur enlève pas le crédit qu'ils avaient auprès de leur population, auquel ils avaient expliqué que nous sommes en train d'aller vers une intégration qui va prendre en compte les spécificités de tout un chacun. Et d'où donc va aussi ressortir l'hypercentralisation, qui était déjà manifeste à l'époque de l'État fédéral, parce que le patriarche va encore le rappeler, l'exercice, la méthode d'exercice solitaire du pouvoir par le président Ahidjo fera en sorte qu'il ne va que très peu associer ses collaborateurs anglophones dans les grandes décisions qui concernaient la nation, notamment au sujet de ce qui concernait l'exploitation des ressources naturelles qui étaient en majorité logées dans la zone anglophone. Et c'était l'une des grandes inquiétudes des populations de cette zone-là et de leur élite. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que les transactions qui concernaient ce dossier-là se passaient dans une opacité totale,
alors que la ressource se trouvait sur leur territoire et qu'ils étaient présents dans l'État fédéral. Ils n'étaient associés aucunement. Donc, c'est l'une des tares de cette centralisation, mais cette centralisation n'a pas seulement pour effet de ce que le pouvoir, le pôle de prise de décision se retrouve à Yaoundé, mais ça aussi pour effet de ce qu'il y a une transformation des structures administratives en zone anglophone pour qu'elles reflètent ou bien pour qu'elles soient à l'image de ce qui se faisait en zone francophone. Okay. Et c'est bien sûr l'une des sources de frustration très grave jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est l'une des causes principales de la crise anglophone. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours ce sentiment qu'en zone anglophone, les populations se sentent un peu comme colonisées. Éloignées de la décision. Éloignées de la décision, mais surtout dominées. Absolument. Alors, prof, est-ce que cet État centralisé, peut-on dire que ça a été une volonté politique de domination? Et puis derrière, Moutemba est largement revenu là-dessus. Est-ce que la décentralisation comme réponse actuellement implémentée est la solution qui pourrait satisfaire? Oui. Premièrement, vous savez, dans la culture des Camerounais ayant connu la colonisation française, la centralisation, c'est un peu un réflexe. Hein. C'est un peu un réflexe par rapport aux Camerounais ayant connu la culture d'expression anglo-saxonne. C'est-à-dire que chez eux, il n'y a pas ce réflexe de centralisation-là. Même si ça n'a pas été volontairement, n'a pas eu pour projet de dominer, les faits montrent qu'effectivement, il y a eu une sorte de centralisation. Et aujourd'hui, c'est vrai, le copanéliste a indiqué que la décentralisation, c'est un début de solution. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ajoute le mot « effective », la décentralisation effective. Parce que, voyez-vous, si l'on a inscrit la décentralisation dans la révision de la Constitution en 1996, c'était justement pour tempérer les projets fédéralistes d'un certain nombre d'acteurs. En insérant la décentralisation, ça les a un tout petit peu calmés. Sauf qu'on a dilué un peu ça avec un article qui parlait de la progressivité de la décentralisation. Ça sera mise en œuvre progressive. Voilà, progressive. Ça a un peu dilué cela. Heureusement, aujourd'hui, on est en train de corriger ces différents aspects parce que, voyez-vous, depuis l'éclatement de la crise, on a quand même assisté à un certain nombre d'éléments de la décentralisation qui ont été mis en place. Lorsque le monsieur Abouem Achoyi énonçait ces 6 facettes, c'était à une époque où les gens se disaient « mais il n'y a même pas de problème ». Sauf que la suite lui a donné raison, puisqu'il y a eu le grand dialogue, il y a eu le Code général des collectivités territoriales décentralisées en décembre 2019 avec le statut spécial. Et il n'y a pas que ce statut spécial. Parce que, voyez-vous, si la décentralisation est effective, ça va profiter à l'ensemble du Cameroun d'abord et éviter d'autres tentatives de révolte plus tard. Par rapport à aujourd'hui, on note quand même qu'il y a encore quelques relents, quelques réflexes de centralisation dans un certain nombre d'administrations. On prend souvent un exemple, lorsqu'il y a un nid de poules sur la route, si on prend le cas de la Dibamba, on va vous dire que c'est une route nationale. La commune de Dibamba ne peut pas s'occuper, ne peut pas fermer ce trou. Parce qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a même pas le pouvoir de le faire. Elle n'a même pas l'autorisation de le faire. Il faudrait que ce soit peut-être le ministère des Travaux publics. Et pour ce faire, il faut que la commune de Dibamba saisisse le délégué départemental des Travaux publics qui a EDA. Et quand le délégué départemental qui a EDA doit saisir le délégué régional qui est à Douala, c'est-à-dire que vous voyez, le délégué d'EDA traverse le même trou, vient à Douala signaler au délégué régional, lequel délégué régional traverse le même trou pour aller à Yaoundé. Et quand Yaoundé va envoyer les émissaires, les inspecteurs pour être... Vous voyez, ça fait beaucoup de missions et donc beaucoup de dépenses. Or,
avec une décentralisation effective, comme l'a si bien indiqué, on donnerait les moyens, par exemple, à la commune de Dibamba de fermer un nid de poule qui sort même sur la route nationale, voyez-vous? Parce que pendant tout le temps qu'on perd entre les passages des différents délégués régionaux, le nid de poule deviendra peut-être le nid d'éléphant. Entre le temps des inspecteurs du ministère des Travaux publics, le lancement de l'appel d'offres et puis la réalisation, vous voyez que le trou va s'agrandir et l'expertise sera ratée. Et on va reprendre à chaque fois. Or, avec une décentralisation effective, on repoussera toutes les velléités, même les fédéralistes, puisque avec une décentralisation effective, on n'a rien envié à un État fédéral. C'est pourquoi je dis, oui, la forme de l'État qui convient est l'État unitaire, comme l'a dit les plus grandes autorités du Cameroun. Bien entendu, et heureusement, on a inscrit la Constitution. Il faut simplement qu'on applique les dispositions de la Constitution et que certains administrateurs qui ont encore des réflexes centralisateurs par rapport ils ne veulent pas, par exemple, débloquer les financements pour envoyer aux communes à temps, ainsi de suite. De sorte qu'il y a toujours ce retard dans le déblocage des financements en direction des collectivités territoriales décentralisées, ce qui plombe un peu le développement. Et voyez-vous, lorsque les autorités locales n'ont pas la possibilité de mettre en pratique, de mettre en œuvre tous les projets qu'ils ont prévus dans leur localité, alors ils n'ont pas la possibilité de contenir les populations lorsque celles-ci commencent à faire des revendications. Et voyez-vous, il y a un proverbe, je crois que c'est un dicton qui dit, lorsque ces populations commencent à revendiquer, à envoyer les opinions, il faudrait nécessairement les prendre en compte. Ce n'est pas bien lorsque quelqu'un crie à un mal de tête et on lui dit que vous n'avez pas mal, vous voulez déstabiliser l'État et autres. Et vous savez, lorsqu'on a cette attitude, on commence, c'est le réflexe du marteau. Et vous savez, le dicton qui dit, chaque fois qu'on frappe sur le clou, les opinions sont comme les clous. Et chaque fois qu'on frappe sur le clou s'enfonce davantage. Donc il faut éviter d'avoir ces réflexes et débloquer des financements rapides, une façon d'appliquer les textes même de la décentralisation pour que chaque localité du Cameroun se sente concernée par les projets de développement. Donc, cela permettrait, si on réduit un peu la centralisation de l'État, cela permettrait d'éviter et de résoudre, si plaît à Dieu, un ensemble de problèmes. La crise anglophone, d'une part, et même les velléités révolutionnaires ou revendicatives des autres localités du Cameroun, d'autre part. Robert Moutambassa, où doit-on mettre le doigt pour que cette décentralisation donne l'impression aux administrés qu'effectivement la décision leur est proche, la décision leur est propre et la résolution de leurs problèmes passe ou est initiée par leurs responsables locaux? Mais pour moi, je crois que c'est quelque chose qui est simple à mettre, mais on note quand même beaucoup de résistance auprès de tous ces gens qui ont été formés dans le système français où la centralisation est la règle. Même le ministre Aboum le dit dans ses différentes sorties, que la centralisation par nature vient de la formation qu'ils obtiennent de cette formation qui vient de France. Et rien n'a même été fait intentionnellement. C'est le réflexe de la formation qui amène à ça. Donc je pense que on a choisi de passer à la décentralisation avec un statut spécial au NOZO et au CE. Je pense qu'en mettant déjà cette décentralisation à 100% sur le terrain, le statut spécial à 100% sur le terrain, je peux vous garantir que ça va régler plus de 80% des problèmes qu'il y a. Même s'il y a quelques problèmes résiduels, ce sont des problèmes qu'on va réajuster du fait que, bon, on a vu que la décentralisation, le statut spécial n'ont pas aider à résoudre tel ou tel problème par rapport aux différentes frustrations qu'on a eu à noter et qui ont amené les populations de ce côté du Cameroun à se révolter. Donc je pense qu'il faut mettre en place la décentralisation et c'est faisable. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous avons des responsables au niveau de ministères qui traînent le pas, exprès, qui traînent. Je ne crois pas que depuis bientôt, ça fait combien de temps, depuis 2 mandats, je crois qu'on a les conseillers régionaux. Hein? Mais vous prenez chaque conseil régional, mais le budget même qu'on leur donne ne permet même pas de fonctionner. Il y a un problème.
Moi, je crois qu'il faut ajouter, au-delà de la décentralisation, ce qu'on appelle la déconcentration. Parce que... Est-ce qu'on va parler de terme en terme et finalement la problématique reste intacte? Non, le problème... On va se jouer des mots français. Non, le problème c'est quoi? Sans résoudre le problème par exemple, il faut séparer les régions de l'administration centrale. Ok? Ce n'est pas le gouverneur ou le préfet qui doivent avoir à donner des instructions à 100%. Ils doivent veiller au maintien de l'ordre. Je suis d'accord. Mais le fonctionnement normal au quotidien économique, on doit laisser aux collectivités territoriales décentralisées. Parce que si chaque fois qu'une commune, une région monte un dossier, un projet, il faut être fait valider par le préfet ou le gouverneur pour que ça passe, ça crée des blocages. C'est pour ça que je parle de déconcentration. Parce qu'il faut réduire ces pouvoirs-là et permettre aux régions et aux communes de monter un peu en puissance au niveau des pouvoirs et auront les moyens de rendre compte aux populations. Parce que ça fait partie des choses qui ont amené les populations de ce côté à se rebeller. Parce que derrière chaque fonction, il y avait une face. Et il fallait rendre compte. Aujourd'hui, c'est une nébuleuse. On ne sait pas finalement, quand vous voyez le premier niveau, vous dites c'est le chef. Vous partez le chef, vous dites que c'est le chef. Vous partez le chef, c'est Yaoundé. Et vous ne savez plus exactement ce qui se passe. Moi, je dis, on doit réduire les pouvoirs des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets sur les collectivités territoriales décentralisées. Leur laisser le maintien de l'ordre, les positions de souveraineté de l'État, mais le fonctionnement au quotidien doit revenir aux collectivités territoriales décentralisées. Et si on ne le fait pas, ça va toujours traîner. Parce qu'en fait, les gens qui bloquent pour certaines, ce sont ces autorités parce qu'elles sont habituées à utiliser ce pouvoir, peut-être pour le travail pour lequel ils sont commis, mais ce pouvoir permet aussi de faire beaucoup d'autres choses qui ne sont pas catholiques. Prof. Oui, juste quelques... le copanéliste a parlé de rendre compte. C'est un aspect qu'il faut insister dessus parce que, voyez-vous, il ne faudrait pas quand même que l'on croie que si on décentralise à 100%, comme il dit, en laissant cette affaire d'accountability, sans responsabiliser les autorités des collectivités, sinon le développement ne va pas toujours arriver. Absolument. Il faudrait effectivement que les autorités locales aussi soient responsables. Oui. Qu'on crée des situations pour qu'ils rendent compte de leur gestion. Parce que, voyez-vous, on a souvent tendance à croire qu'il suffit de décentraliser pour que tout aille. Non. Même certains dirigeants des collectivités territoriales décentralisées peuvent être des champions des détournements de fonds publics si on ne met pas en considération cette affaire d'accountability qui existait dans le système anglo-saxon au niveau du Southern Cameroun, qui permettait de faire en sorte que les autorités locales dans cette région rendaient compte constamment à leur population de leur gestion. Ils étaient là au service des populations. Si on prend seulement le cas, vous savez, en 2010, je crois que c'était le maire de Yokadouma, je ne sais pas s'il a été, je crois qu'il a été condamné, je ne sais pas à combien d'années de prison, pour détournement des fonds, des redevances forestières et autres. C'est-à-dire, là, c'est le chef d'une collectivité territoriale décentralisée. Je prends cet exemple pour dire que il ne faudrait pas quand même que les téléspectateurs pensent que la décentralisation à 100% est suffisante si on n'intègre pas, si on ne met pas en place des mécanismes qui feront en sorte que ces autorités locales soient responsables devant les populations qui les ont élues. Comment cela peut se faire? Il faudrait notamment que les instances, peut-être des partis, essayent aussi. Peut-être c'est ce que le copanéliste appelle des concentrateurs. Parce que voyez-vous, on a un certain nombre, malgré le fait que le dirigeant de la collectivité territoriale soit élu, on a une imposition de la candidature de certains partis qui viennent du centre du parti. Quand je parle du centre, c'est-à-dire par exemple le comité central du RDPC, par exemple, impose carrément les candidats dans certaines mairies, alors que les populations, très souvent, dans certaines localités, ont choisi celui qu'ils connaissent le mieux, qui est le meilleur gestionnaire selon eux. Peut-être on arrivera à un moment où, en rendant le dirigeant de la collectivité territoriale responsable devant ces populations, ça pourra le pousser à faire, à gérer par rapport aux populations. Pour ne pas donner l'impression d'un ping-pong. Je voudrais, dans la logique, dans la suite de ce qu'il dit, ce qu'il dit est vrai, mais j'insiste sur les responsabilités des autorités administratives. Oui. Moi, j'ai connu un cas précis. Ça s'est passé à la commune de Bafia, où j'avais encadré une équipe qui a pris la commune de 2007 à 2014. Le maire, à un moment donné, dans sa gestion, avait
un différentiel négatif de 60 millions. Oui. Les conseillers se sont fâchés. On dit il faut déposer le maire. Oui. La première personne à s'opposer, c'était le préfet. La commune a fonctionné pendant peut-être 1 an, 2 ou 3 ans, par 12e, signé par le préfet. Donc, il y a même plus, on ne votait même plus de budget. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a ce pouvoir que les autorités administratives ont qu'il faut réduire et permettre que les autres soient beaucoup plus responsables. Parce que même s'ils sont responsables et qu'il y a l'autre pouvoir, ça va poser des problèmes. C'est là où il y a la nuance. Parce que les autorités administratives, sous-préfet, préfet, gouverneur, c'est eux qui décident. La mairie peut vouloir faire quelque chose, s'ils disent non, ça ne va pas se faire. Ce qui n'est pas normal. Alors, prenons une autre facette, le non-respect des promesses solennelles faites pendant la campagne référendaire. Vincent de Paul, est-ce que cet aspect a encore une incidence aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir l'impression que les populations le ressentent encore aujourd'hui alors que le gouvernement lui dit avoir apporté des solutions? Bon, je pense que le fil conducteur ici, c'est bien sûr la pensée du père Abouem. Bien sûr. Oui. Donc, d'après le père Abouem, à moins que je me trompe, les promesses qui ont été faites, c'était des promesses de campagne qui étaient destinées à convaincre les populations de ce que l'harmonisation du service public dans tout l'État devait permettre de faire des économies. Et les économies qui allaient être faites devaient servir donc au développement. Sauf que aujourd'hui, est-ce qu'on est en droit de dire qu'effectivement, il y a eu une transformation structurelle des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je connais un peu ces régions et moi, ma réponse, ce serait non. Le développement dans ces régions-là, on ne va pas le nier, va au même rythme que dans les autres régions du pays. Tout à fait. Ce qui, quand on connaît le système centralisateur, serait tout à fait normal. Mais, malheureusement, c'est en contradiction avec la perception que les populations du nord-ouest et du sud-est ont eu des promesses qui leur ont été faites. Parce qu'il s'agissait en fait de considérer que il y avait en particulier un besoin pour elles d'être prises en charge par l'État central sur une longue périodicité. Et en cela, il était donc question que tous les projets de développement, tout ce qui relevait du gouvernement de l'État fédéré du Cameroun occidental, devait être prioritaire pour le gouvernement central. Puisqu'il n'y avait plus de gouvernement fédéral, ça devenait maintenant la République unie du Cameroun. Donc, à mon avis, je pense qu'ici, le fait que le gouvernement central ait choisi de faire des régions du nord-ouest et du sud-ouest des entités ordinaires parmi les autres régions du Cameroun, et ainsi donc de faire en sorte que ces entités soient inscrites dans le processus de développement de notre pays au même rythme que les autres, pourrait avoir causé un certain nombre de frustrations parce que ce n'était pas à cela que ces populations-là s'attendaient. Surtout que ces populations avaient un gouvernement qui avait déjà engagé un certain nombre de projets et un certain nombre d'activités liées à leur développement qui étaient concrètes et qui permettaient à ce qu'elles ressentent un certain changement. Maintenant, j'aimerais aussi dire quelque chose au sujet de la décentralisation. Bien sûr. Là, il ressort encore une fois le problème lié aux cultures héritées de la colonisation. Quand on étudie le système des gouvernements locaux dans les pays anglo-saxons, d'Afrique ou ailleurs, on se rend compte que celui qu'on appelle le chef du county ou bien le chef du district, président du district et tout, a une autorité totale sur le district. Que ce soit en matière économique, que ce soit en matière sécuritaire, que ce soit en matière... En fait, il est le patron, il est le président patron de la région, on peut le dire comme ça, or, le décideur principal. Voilà. Or, dans le système francophone, on a une cohabitation entre les collectivités territoriales décentralisées et les administrations déconcentrées. Et dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il n'existe pas de hiérarchie entre elles. Elles cohabitent de manière parallèle. Sauf qu'au-dessus
des collectivités territoriales décentralisées, on a installé donc ce qu'on appelle la tutelle de l'État, qui est le gouverneur ou le préfet. Or, la Constitution dit que les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public qui jouissent de l'autonomie administrative et financière. Donc, on suppose que c'est une incongruité si on les soumet à l'autorité administrative. Cela fait en sorte que la compréhension de ce mode de fonctionnement de la décentralisation est difficile à passer en zone anglophone. Même en zone francophone, ça ne passe pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à un système où le maire, c'était le Lord Mayor. Tout à fait. La police était sous son autorité. Toute la fonction publique municipale était sous son autorité. Mais ici, on vous annonce que, par exemple, dans le statut spécial, on annonce que le Public Independent Conciliator ne s'occupe que de ce qui concerne les complaintes des populations, entre les populations et les services décentralisés. Or, dans une région, on sait qu'il y a les services administratifs déconcentrés de l'État qui ont l'exclusivité dans la fourniture de certaines prestations auxquelles les populations doivent avoir absolument accès pour mener leurs activités au quotidien. Si maintenant on se retrouve face à l'administration de la douane, à l'administration du préfet, à l'administration du sous-préfet, les délégations régionales des ministères, et que vous êtes frustré, vous ne pouvez pas aller voir le Public Independent Conciliator parce que lui, il ne s'occupe que des municipalités et des régions. Voilà un peu là où on se retrouve et qui fait en sorte que l'instinct de toujours vouloir donner un peu et retenir quelque chose, a des effets négatifs sur le terrain. Ça rejoint la formation, là, donc à faire allusion. Tout à fait. Il faudrait qu'on apprenne qu'on ne peut pas avoir dans une mairie, une municipalité, à la fois le sous-préfet, à la fois le maire, à la fois qui sont des autorités, qui sont dépositaires de pouvoir qui émanent de la même source, ou alors on peut dire que le maire est élu, mais jusque-là, ils ont sur le plan hiérarchique, ils n'ont aucun lien sur le plan hiérarchique. Personne ne considère que l'autre est son subalterne. Et quand ils ne s'entendent pas, c'est la bagarre qui bloque la collectivité territoriale. Et là, ça pose... Et c'est ce que le père Abouem a absolument dénoncé dans les nombreuses sorties qu'il a faites dans l'espace public. Professeur Ntana, c'est le non-respect des promesses solennelles faites pendant la campagne référendaire. La problématique se pose-t-elle encore aujourd'hui? Si oui, comment y répondre? Oui, elle ne se pose plus de la même façon, parce qu'il y a quand même eu, entre 1972 et aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. Avec la décentralisation, effectivement, il y a des projets, notamment infrastructurels, routiers, même si ce n'est pas encore suffisant. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Effectivement, il y a une série de réalisations au niveau des infrastructures routières, en termes d'urbanisation, ainsi de suite, qui ont commencé à se faire. Avec le statut spécial, si on le met en pratique de façon effective, je pense que ça va répondre très très favorablement à ces préoccupations. Donc, nous prions simplement les autorités à respecter ce qui a été édicté dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées en 2019 pour que ces populations ressentent effectivement que ces promesses d'urbanisation, ce développement économique, que les ressources sont effectivement utilisées pour l'amélioration des conditions de vie des populations de ces zones. Avec le statut spécial, si c'est effectif, je pense que ça va résoudre considérablement ce problème-là. Alors, sur le non-respect des engagements relatifs à la prise en compte de manière équitable des cultures et traditions institutionnelles, juridiques, administratives, héritées de la colonisation. Robert Mouté-Ambassa, on sait qu'il y a eu quand même quelques institutions au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la justice, au niveau de l'ENAM, qui ont été mises en place notamment dans les régions nord-ouest, sud-ouest pour essayer de mieux intégrer leur réalité locale. Mais aujourd'hui, c'est assez tôt au lendemain du grand dialogue national, effectivement, 6 ans après, est-ce qu'on a
le sentiment d'avoir progressé? Mais à part ces mesures qui ont été prises immédiatement et mises en application, mais l'implémentation réelle du statut spécial pose problème. Parce que, hormis ce que vous venez de citer, mais ce n'est pas effectif sur le terrain. Et les populations sur le terrain continuent de se plaindre. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait, au niveau de la justice, c'est le common law, c'est toujours pareil. Okay? Ce n'était pas le même système que celui qu'on a du côté des francophones. Okay? C'est vraiment l'opposé là-bas. On prend beaucoup plus, comment je veux dire, l'expérience de ce qui s'est déjà fait et autres. Et les choses se font vraiment, la justice, l'éducation, le sous-système qui est là-bas, continue de fonctionner comme à l'époque. Il faut l'implémenter. Il y a le PWD, les travaux publics là. Ils avaient les travaux publics qui permettaient, comme l'a dit le pauvre au début, de reprendre, rectifier les routes et tout ça. On a tout ramené au parc de matériel de génie civil à Yaoundé et aujourd'hui tout a disparu, c'est mort. On n'entend même plus parler de cette structure. Donc je crois que le statut spécial a pris en compte toutes ces données. Le problème est que le statut spécial n'est pas appliqué à 100%. S'il était appliqué à 100%, je pense que le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, appliqué à 100%, devait avoir un système beaucoup mieux que les autres 8 régions. Parce que les autres 8 régions continuent de souffrir sous le poids de l'administration qui est très présente, très puissante. Alors que le statut spécial a réduit quand même un tout petit peu ce poids de l'administration sur le fonctionnement local. Donc je crois qu'il faut revenir à ce statut spécial. Et je suis ça un peu de temps en temps parce qu'il y a des petites réunions qui se font sous la coordination du Premier ministre, des réunions d'évaluation, l'avancement, où en est-on, qu'est-ce qu'on fait. La même chose revient toujours. Ils ont le sentiment que c'est un leurre qu'on leur a vendu. On ne veut pas appliquer le statut spécial. C'est la raison pour laquelle les choses, ça ne passe pas. Pour eux, c'est un leurre. Il faut appliquer le statut spécial parce qu'en lisant bien le statut spécial, on se rend bien compte que appliquer in extenso, je crois que 80-90% des choses seront résolues. Je crois que la tension va bien baisser. Mais sinon, pour le moment, les réunions qui se font à Bamenda et à Boya par rapport au statut spécial, les gens ne sont pas satisfaits. Quels sont les blocages de ce statut? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça, le père Abouem l'a relevé, c'est qu'il y a ce qu'il lui-même il a appelé, je le cite, le mimétisme institutionnel. Dans son analyse, il parlait de ce qu'il y avait une attitude pendant les revendications corporatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, de ce que du côté de Yaoundé, on voulait mettre en avant le fait qu'en fait, ils sont en train de revendiquer une spécificité qui serait d'héritage colonial. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui nous sommes une nation et puis on doit penser plus à être un pays qui, sur le plan de sa spécificité, se distingue dans le monde. Mais le père Abouem va encore rappeler que ceux qui disent ça sont spécialistes de la mimique pour ce qui concerne les institutions françaises. La manière d'élaborer les lois, la manière d'organiser les services publics, la manière d'organiser la société, la manière de... Tout, ça vient d'étrangers. Donc, il a considéré que c'était une sorte d'hypocrisie. Et je pense que c'est là le premier blocage. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont voulu créer une institution publique, des institutions publiques dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour en quelque sorte calquer ce qu'ils pensaient être le système politique pendant le Cameroun, pendant la période fédérale. Et là où ils ont forcément péché, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, ces institutions de l'époque avaient une histoire. La House of Chiefs, ce n'est pas une institution qui a été créée sur la base de ce qu'on voulait que les chefs soient représentés dans les instances. Il y a une identité précise. C'est parce que c'était les personnes qui avaient une antériorité dans l'administration publique, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et qu'on ne pouvait rien faire sans eux. C'est pour ça que l'Assemblée nationale du Southern Cameroun avait une House of Chiefs qui était comme la chambre haute. Maintenant, on l'inscrit ici.
dans le statut spécial, mais on lui donne d'abord, dans son processus de désignation, les mêmes méthodes que pour ce qui est des représentants des départements. Ensuite, on limite leurs prérogatives aux affaires culturelles et traditionnelles. Et on met même dans le statut spécial ce qu'ils s'occupent des événements traditionnels dans la région. On ressent là qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, en fait, il est vidé de sa substance. Pendant le Southern Cameroun. Et c'est ça l'un des blocages. Parce que les chefs qui ont hérité de cette histoire savent très bien quel rôle ils ont joué dans l'histoire, le processus politique de cette partie du pays. Et ils se retrouvent donc à être non seulement, parce qu'ils sont en minorité, ils sont 90, 70 pour les représentants des départements et 20 chefs. Et les chefs sont circonscrits, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en plus, ils n'ont pas la prépondérance sur l'autre chambre. Pourquoi? Parce que l'autre chambre peut décider de passer une décision à l'Assemblée régionale en passant outre les amendements ou les vétos de la Chambre des chefs. Il suffit juste qu'ils soient en accord à l'unanimité ou bien un pourcentage important. Ce sont là une méthode d'organisation qui, dans la forme, pourrait laisser penser qu'on a tenu compte de la spécificité de ce que représentaient les institutions politiques. En fait, on a repris le nom, mais on ne lui a pas mis le contenu. Ce n'est pas ça. Or, ça, c'est un blocage important parce que quand les populations vont commencer à comprendre qu'en fait, ce n'est que le nom, mais il n'y a pas de contenu effectif, elles vont se rendre compte qu'il y a un jeu de dupes. Et c'est les conséquences de ce phénomène de centralisation. Il y a comme cette idée que si on donne l'autorité aux représentants élus dans les collectivités territoriales décentralisées, ils vont foutre le pays en l'air. Et je ne sais pas sur quoi on se base pour prétendre qu'ils pourraient faire une chose. D'autant plus que bon nombre de ces représentants sont également des anciens administrateurs, des anciennes personnalités. Des personnes qui ont quand on regarde les membres, nécessaires pour pouvoir diriger les conseils régionaux, quand on regarde les municipalités. Les maires des villes, c'est quand même des personnes qui ont des profils assez... Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours mettre cette chape de plomb et être toujours en train de soupçonner que non, si on laisse, ils vont laisser. Mais qu'est-ce qui peut le justifier, professeur? Ce frein à main, oui, malgré toute la volonté des textes. De revenir sur ce qui je voudrais dire que avant même l'inscription du statut spécial dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées, on avait déjà commencé à résoudre les problèmes de cet aspect lié à la non prise en compte des aspects culturels. Il y a la section ENAM, la section common law à l'ENAM, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des enseignements secondaires avec le GCE Board et autres. Et l'on se souvient qu'en 2016, la crise anglophone est partie d'une manifestation des avocats qui réclamaient la traduction du code WADA. Il me semble que ce code a été traduit. Cela veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites bien avant l'inscription du statut spécial. Maintenant, je ne veux pas être aussi pessimiste que mon voisin par rapport au contenu et au contenant du statut spécial. J'ose croire que ceux qui sont chargés de la mise en place de ce statut spécial savent dans quelles conditions ce statut spécial a été institué. Et je ne pense pas qu'ils pourraient imaginer, qu'ils pourraient faire en sorte que les gens reviennent à une situation ante et autre. Maintenant, par rapport à ce qui fait le blocage, depuis, il y a un certain nombre d'auteurs qui estiment que depuis même la République fédérale, il y a une sorte de chape de plomb centralisatrice au niveau des institutions. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs n'imaginent pas le fonctionnement sans cette centralisation-là. Bien entendu, il y a une évolution, mais ce frein à main, comme vous l'avez appelé, est sans doute dû à, j'ai appelé ça au début, le réflexe culturel de la formation reçue par ces dirigeants. Heureusement, aujourd'hui, il y en a un certain nombre d'administrateurs qui n'ont pas la même formation que nos aînés, que nos parents, qui ont été formés
par le jacobinisme et autres. Beaucoup d'administrateurs civils aujourd'hui ont reçu une formation beaucoup plus qui intègre les aspects camerounais, c'est-à-dire des deux systèmes, même si on note qu'il y a toujours ce réflexe-là. Bien entendu, la peur, vous savez, il y a beaucoup de citoyens qui considèrent la décentralisation ou bien l'autonomisation des collectivités locales comme une sorte de séparation. Il me semble que si on explique bien à un certain nombre de personnes, notamment même les dirigeants qui ne perçoivent pas toujours ça, il y a déjà les préfets qui sont les tutelles qui assurent la continuité de l'État, de sorte qu'ils ne puissent pas avoir que l'autonomisation ne pousse pas à autre chose. Je crois que si on met effectivement en place ce qui est prévu dans le statut spécial, le copanéliste a indiqué que ce sera à 80% résolu. C'est vrai. Maintenant, que faire pour que les administrateurs qui sont au niveau des différents ministères, qui libèrent un certain nombre de ressources? Je pense que on recueille de plus en plus les informations. Il a indiqué qu'ils se rendent déjà compte. Et je sais, en termes de renseignement, puisqu'il y a des équipes qui vont sur le terrain constamment, ils se rendent compte effectivement que les populations ne sont pas contents de l'évolution, des lenteurs que prennent la mise en place de ce statut spécial-là. Et je pense que les autorités qui sont bien averties prendront des mesures pour qu'effectivement qu'on ne revienne pas à la situation qu'on a connue à partir des années 2016. Vincent de Paul, le changement de nom de l'État, remplacement de la République unie du Cameroun par la République du Cameroun, là, ça a été perçu comme un coup de massue. Tout à fait. Je veux dire, l'un des derniers éléments du phagocytage, si je peux le dire ainsi, de la République francophone à la République anglophone. Grand dialogue national 2019 a quand même essayé d'apporter un certain nombre de réponses, mais le nom est resté intact. La perception aujourd'hui est-elle toujours identique? Vous voulez dire la perception par les anglophones? Exact. Tout à fait. C'est toujours dans le discours. Comme l'a dit le professeur, c'était le nom du Cameroun francophone indépendant. Et c'est devenu donc le nom du Cameroun qui intègre maintenant la partie anglophone. Mais le problème qui se pose, tel que le fil conducteur, c'est le père Abouem, tel que le père Abouem l'a décrit, c'est que les acteurs politiques, à un moment donné, n'ont pas pris la peine de se consulter et de se mettre d'accord sur les éléments clés qui devaient déterminer leur cohabitation. Ou alors, ces acteurs l'ont fait, mais à un moment donné, il y a certains qui ont considéré qu'il fallait passer outre un certain nombre de choix sur lesquels ils s'étaient mis d'accord parce qu'ils avaient d'autres idées, parce qu'ils avaient d'autres objectifs, parce qu'ils voulaient arriver à d'autres résultats. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en République du Cameroun. Vous devez savoir que dans la zone anglophone, quand vous êtes francophone, on vous appelle la République. C'est un nom assez trivial, mais ça a son sens. Ça veut dire qu'eux, ils considèrent qu'il y a une volonté de francophonisation du pays. Et ce n'est pas seulement linguistique. C'est aussi sur le plan institutionnel, mais c'est surtout sur le plan culturel. Mais ce qu'on semble ne pas comprendre, c'est que cette volonté serait, selon eux, là je traduis un peu les discours que j'ai eu à entendre, une tendance à la domination politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les éléments culturels ne sont que les éléments symboliques par lesquels on assoit la domination politique. Et comme l'a dit le père Abouem, avant cela, il y avait le fait que le Cameroun avait une constitution qui prévoyait que, en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assurait l'intérim. Et c'était le père Tandé Mouna qui était président de l'Assemblée nationale, donc un anglophone. La constitution est changée, c'est le premier ministre qui devient dauphin constitutionnel. Le premier ministre est francophone. Ensuite, il a décrit un problème Attention, en somme, il est anglophone. Hein. Pardon? Le premier ministre actuel est anglophone.
Non, Il parle de la successeur. période. Successeur, Ah, d'accord, à l'époque. constitutionnel. D'accord. Il y a successeur un du seul. président Il y a un Aïdjo, seul PM qui a été successeur. successeur Oui, oui. constitutionnel, c'était le président Paul Biya Absolument. qui était francophone. Absolument. Or, ensuite, il a parlé, le père Abouem toujours, d'une commission nationale de la fonction publique qui a été mise en place et qui a rendu ses résultats qui étaient orientés seulement vers une conception purement francophone de la fonction publique. Ça, ce sont les points clés qu'il a cités. Et maintenant, donc, est arrivé en 1984, en février 1984, le choix de le Cameroun prend désormais la dénomination de... République unie du Cameroun prend désormais la dénomination de République du Cameroun. Ça a été mal vécu, mais malheureusement, les événements politiques qui vont suivre vont faire en sorte que j'essaye un peu de dédouaner le gouvernement. Les mesures qui peut-être étaient prévues pour pouvoir expliquer concrètement où est-ce qu'ils voulaient en venir avec cette idée, vont être noyées non seulement dans les problèmes sécuritaires qui vont avoir lieu, le coup d'État de 84, enfin il y avait la crise entre le président Paul Biya et Aïdjo, ensuite le coup d'État de 84, et puis le processus de consolidation du pouvoir qui va arriver par la suite, qui va buter sur l'ouverture démocratique et donc le fait qu'on ait imposé à l'État le fonctionnement sur une base de pluralisme politique. Peut-être que la solution qui a été trouvée plus tard était celle de la décentralisation, mais comme l'a dit le professeur, la décentralisation va encore buter sur un article de la Constitution, je ne sais pas si c'est 60, je ne me rappelle plus bien, qui dit que les institutions vont être mises en place progressivement. Ce qui fait qu'on va passer 22 ans, de 1996 jusqu'en 2018, 22 ans avant d'avoir les premières élections qui concernaient les institutions prévues par la Constitution de 1996, c'est-à-dire le Conseil régional et le Sénat. Le Sénat 2013. Le Sénat 2013, pardon. Donc, je parle des institutions locales, les régions. Oui. Donc, ça veut dire que cette centralisation fait en sorte que l'agenda des décideurs politiques au niveau central, quand elle bute sur un certain nombre de difficultés, de réalités et tout, paralyse le fonctionnement des institutions au niveau local. Et pour terminer, le changement de l'État aujourd'hui est devenu République du Cameroun. Je pense que c'est acté et c'est rentré dans les mœurs, mais il ne faut pas faire comme si on remet cela en cause du côté anglophone, c'était une volonté de nuire à l'État. Il faut toujours user, comme disait le père Abouem, je reviens toujours sur lui, de pédagogie. Il faut expliquer, jusqu'à ce que tout le monde soit au même niveau d'information et de compréhension par rapport à un certain nombre de décisions. Sur le changement de nom. Oui, j'ajouterai un petit mot à ce que les companélistes viennent de dire. Quand je vois les sorties du parti Archabouem, il le dit clairement, ceux qui ont proposé ce changement de nom ne l'ont pas fait dans l'intention de nuire. Ils pensaient d'ailleurs même bien faire. Parce qu'en fait, au plan politique, il fallait donner un contenu à ce changement de nom. Et le contenu, c'était quoi? Faire comprendre aux gens que nous sommes passés de l'unité nationale à l'intégration nationale. Parce que l'intégration nationale, c'est le stade suprême de l'unité nationale. Donc, en changeant de nom, nous sommes partis de République unie, et on a oublié, avant la République unie, de la République unie à la République du Cameroun, c'était de l'unité nationale à l'intégration nationale. Donc, du coup, ceux qui ont proposé étaient focalisés dans cette logique. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient vraiment nuire ou frustrer. Il n'y a pas suffisamment eu d'explication, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu... Il y a un peu de tout ça. Et puis même, quelque part dans sa sortie, le ministre Abouem dit qu'il ne maîtrisait même pas le fond du dossier, ceux qui ont fait ces propositions. C'était des jeunes cadres qui venaient d'arriver et qui travaillaient avec enthousiasme et qui ne sont pas allés... Ils n'étaient pas conscients des accords de 71 qui ont permis à la réunification 72 et tout le reste. Voilà, et du coup, dès que ce nom a changé, oui, bon, voilà, c'est francophone, et là, ils vont achever de nous phagocyter, ça allait dans tous les sens. Les accords de 61, pardon. Voilà. Donc, je pense que,
comme il a dit, le copanéliste, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus dans les priorités et qu'à force d'en parler et d'expliquer, s'il n'y avait pas une volonté réelle de ceux qui ont proposé ça de nuire. Ils avaient pensé qu'on quittait l'unité nationale pour aller à l'intégration nationale. Et ça n'a pas été bien expliqué. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce problème de changement de nom. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec le statut spécial, c'est quelque chose qui ne peut plus trop déranger, comme on dit. Sur la problématique du bilinguisme, prof, le français et l'anglais sont officiellement les deux langues du Cameroun. Il y a un certain nombre d'institutions, notamment la Commission nationale pour le bilinguisme, pour la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme qui est en place. Il y a un ensemble de décisions qui ont été prises pour essayer effectivement de mettre ces langues. Quand on parcourt certains ministères aujourd'hui, on voit bien que les transcriptions sont plus ou moins dans les deux langues. De ce point de vue, on peut notamment signaler quand même des progrès. Tout à fait. Oui, vraiment. Je voudrais déjà d'abord dire que ceux qui niaient qu'il n'y avait pas de problème, vraiment, ils avaient tort. Parce que beaucoup de reporters, par exemple, ont montré des pancartes, des plaques de délégations régionales, notamment au sud-ouest, par exemple, ou uniquement en français à l'époque. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on n'est plus à ce stade, parce qu'on a déjà un certain nombre de mesures prises, notamment par la commission de la promotion du bilinguisme. Ça vous coupez, prof. Pour dire la même chose, oui. Quand vous partez du sud-ouest vers le littoral, oui. La matérialisation sur la chaussée, oui. Là où il y avait des ponts, oui. On mettait en français pont. Oui. Et les populations venaient mettre excès sur pont, ils mettaient bridge. Voilà. C'est juste pour confirmer ce qu'il a. Mais il y a une évolution aujourd'hui, même au niveau des communiqués des différents membres du gouvernement. Les décrets arrêtés. Oui, il y a une sorte de traduction. Les deux communiqués vont ensemble au même moment. Même au niveau des universités, les communiqués des différents chefs des institutions universitaires sont pratiquement traduits. Donc, je pense que la commission du bilinguisme et du multiculturalisme veille quand même. Et il n'y a plus ce réflexe de faire le communiqué en une seule langue. Donc, à partir de cet instant, si on applique les autres mesures, comme on le fait déjà au niveau du respect du français et de l'anglais comme langue officielle d'égale valeur, je pense que si on applique les autres mesures, ce problème trouvera davantage de solutions. Donc, pour le bilinguisme, je pense, à mon avis, qu'il y a une très grande évolution. Si l'on observe au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, même au niveau local, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, les communiqués vont sur 2 pages. Première page en une langue, seconde page en une autre langue. Ce n'était pas le cas avant. Vous observez au niveau des plaques, des délégations régionales, c'est pratiquement traduit. Au niveau, même si on peut regretter que dans certaines localités, comme les lycées du rural, la traduction laisse à désirer. Mais c'est déjà ça, la volonté de respecter ce bilinguisme-là intact. Et il faudrait que les autorités administratives et les autorités des collectivités territoriales décentralisées veillent à ce que ce bilinguisme-là soit effectivement respecté dans toutes les localités du Cameroun. Je pense, et on est d'accord certainement, que l'analyse de Aboem Achoui a définitivement acquis une certaine unanimité dans la pertinence, les 6 facettes du problème anglophone, les solutions proposées également, même si elles n'ont pas forcément toujours été partagées par tous, ont reconnu leur pertinence. Aujourd'hui, donc, si on fait le point, que peut-on dire de cette crise, au-delà de l'homme? La crise a beaucoup évolué, évidemment. Les armes ont parlé. Donc, on estime que l'État ne veut toujours pas négocier. Sur le terrain, on sent quand même que l'armée a repris beaucoup de ses positions, mais on reste quand même en situation difficile. Robert Mouté-Ambassa, qu'est-ce qu'on peut dire en plus aujourd'hui sur cette crise? Oui, je dirais d'abord pour commencer que la crise qu'on a connue au départ dans les années 2017, c'est plus la même.
On ne parle plus de sécession aujourd'hui. C'est le banditisme. C'est les grands bandits, des gens qui ont cru à ceux qui ont vendu l'idée de sécession, qu'ils ont abandonné aujourd'hui. Ils sont là, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils doivent manger au quotidien, ils doivent s'habiller, ils doivent dormir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent dans le banditisme, les enlèvements, les viols et tout ça, pour continuer de vivre. Essayer d'arnaquer les opérateurs économiques, les populations. Et donc, par rapport à ça, on peut dire que il y a une économie de guerre qui s'est installée. Et cette économie fait très mal au pays. Parce que toutes les parties sont concernées. Il n'y a aucune partie qu'on enlève. Quand il dit toutes les parties, c'est tout le monde qui est là-bas dans ces zones qui profite de cette économie de guerre. Et je crois que ces gens font partie de ceux qui ne souhaitent pas que ça change. Parce que cette économie de guerre leur profite énormément. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc pour dire que la situation aujourd'hui est telle que il faut les 6 facettes énumérées par le ministre patriarche Abouem sont susceptibles de résolution. On peut les résoudre. Maintenant, il y a les dernières choses à faire. Il y a quoi? Il faut déjà, pour commencer, poser clairement le problème dans toutes ses dimensions. Le problème résiduel. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont déjà solutionnés, mais les problèmes résiduels, il faut les poser dans toutes ces dimensions. Ensuite, bien identifier les interlocuteurs. Je disais quelque part l'autre jour qu'avec le banditisme qu'on a là aujourd'hui, j'ai discuté d'ailleurs avec un ami qui travaille à Bamenda, à qui j'ai discuté. J'ai dit, ben, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, non, ce n'est plus la sécession, ce n'est plus la sécession, c'est les bandits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller identifier les populations, les parents, parce que tous ces enfants qui sont en forêt, qui violent, qui font des enlèvements, les parents sont là, ils les connaissent. Ils savent qui n'est pas à la maison, qui est en forêt. Il faut passer par ces parents, qui négocient avec eux, qui fassent revenir les enfants, et que derrière l'État mette les moyens pour que ces enfants puissent se reconvertir à faire des choses saines et normales. Et ne plus empêcher les gens d'aller faire les deuils, et ne plus enlever les autorités, ne plus faire cela parce qu'ils cherchent l'argent pour vivre. C'est vrai qu'il y a le DDR qui est là. Mais beaucoup ont peur, mais malgré qu'un bon nombre sont déjà allés au DDR, que l'ancien gouverneur Fayengo Francis gère avec efficacité. Mais les gars ont encore peur parce que beaucoup ont commis des gaffes quand même. Beaucoup ont tué, ils ont fait beaucoup de mal et on les a repérés. Ils ont peur que derrière le retour, il y ait des choses qui se passent ensuite. Donc moi je pense qu'il faut passer par les parents pour les ramener et que l'État mette les moyens pour que ces gens se reconvertissent. Et je crois qu'on va bien toucher le grand banditisme qui règne là-bas en ce moment. Et ça va toucher l'économie de guerre. Et là, on peut retirer l'armée et laisser les forces du maintien de l'ordre. Parce que tout ça, ça contribue aujourd'hui à l'économie de guerre. Et donc je pense que, tel que le ministre Abouem l'a dit dans ce document que j'ai eu à lire, il faut poser clairement le problème, identifier les interlocuteurs, aller vers, se dire de quoi on parle, comment capter les problèmes politiques et mettre une structure pas très lourde, mais une structure ad hoc. Il parle de structure ad hoc, légère, qui peut aller très rapidement et permettre qu'on atteigne les objectifs qui vont permettre à ces deux zones de revenir dans la paix et ainsi de suite. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ces deux zones contribuaient énormément au PIB au Cameroun, et depuis qu'il y a la crise là-bas, je crois que les problèmes du Cameroun se sont aggravés. Il faut trouver une solution très rapidement. Et sans oublier, j'ai dit, la forte présence de l'autorité administrative. Il faut la réduire. D'accord. Il faut la réduire. Je pense que quand on a écouté le père Abouem, quand on a lu ses écrits, il y a beaucoup d'éléments de ce qu'il pensait qui ont fini par transparaître dans les mesures qui ont été prises pour résoudre la crise qui avait cours. Mais, malheureusement, on a le sentiment que les mesures qui ont été prises butent sur le phénomène justement dont on parlait de priorisation.
Si aujourd'hui la crise baisse et que d'autres priorités surviennent, il se pourrait que le processus qui a été enclenché, notamment pour ce qui concerne la prise en compte des problèmes tels que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest l'ont exprimé, ça peut être mis sur le plan secondaire par les autorités publiques. Donc, malheureusement, il se trouve que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est un organe consultatif qui est sous l'autorité du président de la République. Or, au-delà du bilinguisme, cette commission se charge du multiculturalisme, ce que le père Abouem a traduit par le vivre ensemble. Et il a identifié un certain nombre de facteurs qui étaient des entraves au vivre ensemble. Le premier de ces facteurs, c'est le fait que on doit être capable de produire ensemble, mais que les fruits de cette production-là soient redistribués de manière équitable. Ce qui rejoint ce que le prof a dit tout à l'heure, le problème de l'accountability, l'obligation de rendre compte. Or, le fait que cette institution publique, qui travaille déjà bien sur le plan du bilinguisme, soit en incapacité de constater les infractions au vivre ensemble et de pouvoir poursuivre les personnes qui sont responsables de ces infractions-là, c'est déjà une limite. Si elles font le rapport, il faut que le rapport aille au président de la République, il faut qu'elles fassent des constats. Et les constats doivent aller aux responsables des services publics qui sont concernés par les infractions qui sont constatées. Je pense que pour pouvoir donner plus de tonus à ce que notre espace public soit vraiment imprégné de l'objectif qu'on a tous, de renforcer le vivre ensemble, de promouvoir le bilinguisme, de promouvoir le multiculturalisme et de tenir compte de tous les aspects de nos héritages culturels, notamment sur le plan colonial. Il faudrait que cette institution-là soit renforcée, notamment au travers du fait pour elle de pouvoir poursuivre les personnes qui sont responsables des infractions. Et en la matière, on sait très bien que l'espace public camerounais est extrêmement pollué par les discours à tendance tribaliste, par des discours à tendance suprémaciste sur la base ethnico-régionale, par des discours qui ont tendance à vouloir stigmatiser des personnes du fait de leurs origines nationales. Or, on se rend bien compte qu'à un moment donné, au-delà de la dénonciation, la Commission nationale est désarmée. En lui donnant la possibilité de pouvoir constater les infractions et de poursuivre les personnes responsables de ces infractions-là, on aura vraiment avancé. Et ça rejoindra donc l'idée du président de la République qui n'a pas voulu que la crise anglophone soit résolue de manière spécifique sans tenir compte de ce que les mêmes problèmes pourraient se retrouver sur l'ensemble du territoire national. Il a voulu que ce soit la prise en compte des mêmes phénomènes sur le plan national et qu'ensemble, on puisse trouver des solutions pérennes qui profitent à la nation en même temps. Et je pense que l'idée de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme était une très bonne idée, mais malheureusement qui a buté sur ce verrou encore de la centralisation, organe consultatif auprès du président de la République, rencontre au président de la République et se limite à cela. Sensibilisation bien sûr et tout. Prof, c'est la même question. Oui, je vais commencer par une déclaration qui a été faite après le décès de M. Abouem Atchoui. Il y a des gens qui ont dit, après avoir suivi l'annonce de sa mort, on dit une des clés de résolution de la crise anglophone s'est cassée. Pourquoi beaucoup le disent? À cause de l'humilité qui caractérisait l'homme. Et je vais donc m'appuyer sur cette humilité pour dire que l'une des choses qu'il faut dans la résolution des problèmes dans une nation, dans un pays, c'est l'humilité des acteurs. C'est-à-dire reconnaître l'existence du problème lorsque les gens estiment qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et lorsque vous reconnaissez l'existence du problème, cela suppose que vous ne prenez pas les gens de haut. C'est ça la caractéristique principale des hommes qui savent négocier. Le fait de ne pas prendre le problème du haut suppose que les acteurs doivent savoir que
ce n'est pas la puissance du nombre, ce n'est pas la puissance militaire seule qui suffit à résoudre le problème dans une nation. Bien entendu, les gens disent souvent qu'il faut écarter l'armée dans le... Non, il me semble que dans chaque situation, il y a toujours, je ne vais pas les appeler bandits, il y a toujours des acteurs qui sont aux aguets, parfois en coalition avec des dynamiques de dehors qui attendent, pour raviver la flamme. Qui attendent une occasion pour sévir. Et l'armée est donc là pour s'occuper de ces dynamiques-là. Or, ce qui pose effectivement le problème, la négociation, les différentes négociations qui ont déjà commencé, bien entendu, devront permettre de résoudre ce problème-là. D'un côté, il faut une sorte d'éducation des citoyens. J'ai suivi tout à l'heure que quand un francophone va dans la zone, on l'identifie par la République. Il me semble que c'est simplement la stigmatisation d'un groupuscule même. Parce que, voyez-vous, avant 2016, lorsque vous alliez dans ces régions, je vous assure, l'accueil était très très chaleureux, que ce soit dans le Libyalem où nous avons visité pendant à plusieurs reprises, l'accueil était très chaleureux. Déjà que dans ces zones, beaucoup partagent la même culture. Ce n'est que la colonisation qui a divisé entre la partie anglophone et la partie francophone. Donc, ils ont été accueillis. Lorsque je parle d'éducation, le président de la République, par exemple, a indiqué que la forme de l'État était non négociable parce que l'État unitaire est la forme que les pères fondateurs de notre nation nous ont léguée. Il faudrait également que les citoyens des deux bords du Mungo sachent que ces pères fondateurs ont toujours fonctionné ensemble. Lorsque les Camerounais de la zone coloniale française avaient des difficultés, notamment fuyant l'indigénat et les travaux forcés, c'est dans le Southern Cameroun qu'ils se réfugiaient. Lorsque l'UPC, les dirigeants de l'UPC étaient pourchassés, c'est dans le Southern Cameroun qu'ils se réfugiaient. Vous vous souvenez, ce processus de réunification de 1961, s'il a marché, si les plébiscites de février 1961 ont été en faveur du Cameroun, c'est effectivement parce que les pères fondateurs de notre nation ont fait un travail formidable. Lorsqu'on se souvient que, dès 1952, par exemple, on a eu des rencontres entre les dirigeants du KUNC, notamment Dibonge Djabea, Aïssi Lucas et Tanto Kofi et autres, et la délégation de l'UPC qui était conduite par Ouniobe et Abel Kingé, qui se sont rencontrés dès 1952 pour mettre en place une coordination pour l'unification du Cameroun. À titre de rappel, dans les projets de l'UPC, la réunification devait précéder l'indépendance. Et c'est ça qui a conduit au congrès de Kumba sur ces questions-là. De sorte que, lorsque les plébiscites arrivent, les populations du Southern Cameroun choisissent l'unification parce que cette unification est portée par le parti de John Goufoncha qui a battu le parti qui voulait l'autonomisation avec le rattachement au Nigeria. Donc, c'est pour dire qu'on devrait éduquer les populations sur le fait que les populations de ces deux zones sont des frères. Quand je parle d'éducation, c'est de ce côté et de l'autre côté du Mungo. L'éducation des populations à ce niveau permettrait en sorte que la stigmatisation cesse. Si la stigmatisation cesse et que les dirigeants prennent ce problème, non pas de haut, comme on l'a vu au début en 2016, heureusement, le président de la République a corrigé ça en convoquant le dialogue et en mettant en place un certain nombre de mesures pour corriger beaucoup d'aspects qui conduisent à ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, si on éduque les populations des deux côtés et que les dirigeants, avec humilité, comme M. Abouem l'était, et la plupart des acteurs anglophones reconnaissent à M. Abouem quelqu'un qui devait normalement être le pilier de la négociation, parce que selon eux, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Beaucoup se sont radicalisés parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, ils ne se sentaient pas écoutés par les acteurs centraux au niveau de Yaoundé. C'est la raison pour laquelle, à l'annonce de sa disparition, les gens ont estimé qu'une clé de résolution, une des clés de la résolution s'est cassée. Heureusement, on a dit une des clés. Cela suppose qu'il reste encore
d'autres clés de la résolution, et c'est sur ces clés-là que nous comptons, en espérant que les acteurs soient humbles et qu'on assiste à une sorte d'éducation des populations. On arrivera à la résolution de ce problème pour le bonheur et le développement du Cameroun. Voilà un peu ce que nous pouvons faire en hommage à cette très haute personnalité, ce patriarche, le ministre Abouem Achoui, en reconnaissance également pour ses contributions sur notre antenne. Il faut le reconnaître, c'est une personnalité ouverte aussi aux médias, ouverte à notre modeste personne, qui nous a apporté du sien, ses connaissances, aussi bien de façon publique qu'en off, on peut le dire ainsi. Il nous a permis de comprendre un certain nombre de choses autour du grand dialogue national en 2019 et bien au-delà. Nous écrasons une larme et souhaitons tous nos vœux de force et de courage à sa famille, ainsi éplorée. Nous allons évidemment suivre la suite des obsèques et vous en rendre compte. Peut-être un mot avant de terminer l'émission sur le rapport portant sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Il faut le rappeler. Le président de la République, Paul Biya, a donc reçu cet après-midi même au Palais de l'Unité le rapport de cette commission-là, après la cérémonie de Paris le 21 janvier dernier, où le chef de l'État français, lui également, recevait ce rapport. Peut-être avant de prendre un mot de chacun des panélistes, je voudrais relever un petit détail qui me frappe là pendant que j'ai parcouru ce rapport, le volume 1, parce qu'il est en 2 volumes. Volume 1, rapport du volet recherche sous la direction de Karine Ramondi. Ok, non, c'est bon. C'est uniquement le volet recherche. Parce qu'en fait, la commission, c'est Blink Bassi, Ramin et Karine Ramondi. Alors, peut-être un commentaire. Mais disons que je n'ai pas encore pris connaissance, mais je peux être sûr d'avance que ce rapport est un rapport fait vu de la France. Même s'il y a des Camerounais qui étaient... C'est une commission mixte, hein? Oui, je sais. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont contribué, le professeur Dzekwa, et ainsi de suite. Les archives de cette époque, beaucoup d'archives sont allées en France. Il y en a qui sont restées, mais pas toutes. D'accord. Bon, je pense que la vision des historiens camerounais, vue du Cameroun, cette vision doit aussi rentrer en balance avec la vision qui vient de ce rapport. Parce que je ne suis pas sûr que tout ce qui a été fait par les Français, par la France, sera vraiment écrit dans ce rapport. Parce qu'il y a eu beaucoup d'atrocités. Et en discutant avec quelques rares survivants, ou des gens qui ont perdu les membres de leur famille, je ne suis pas sûr que le détail de ce qu'on écoute, ce qu'on entend, sera dans ce type de rapport. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Un pas a été fait, mais je crois que c'est un rapport qu'il faudra perfectionner. Docteur Vincent de Paul Kamga. Moi non plus, je n'ai pas encore pris connaissance de ce rapport, mais je pense qu'on n'avait pas très bien compris lors de la conférence de presse entre le président Paul Biya et le président Emmanuel Macron. On n'avait pas, et avant ça, le président François Hollande aussi a évoqué l'ouverture des archives. Dans l'esprit que nous avons toujours eu dans la recherche, je passe au contrôle du professeur, c'est que quand on ouvre les archives, ça veut dire qu'on met à la disposition du public la documentation et les données qui ont été produites pendant une période de l'histoire. Mais ici, on assiste plutôt à la production d'un rapport. Alors, si les données sont... D'un côté, il y a un historien, de l'autre, il y a un chanteur. Voilà. Et si les données sont déclassifiées? Un chercheur. Ça signifie que aussi comme un chercheur. Les chercheurs camerounais, africains, occidentaux, asiatiques et tout peuvent aller consulter ces données. Et c'était une opportunité en or pour les nombreux chercheurs camerounais qui ont des données qui sont basées en majorité sur des témoignages de vainqueurs. Et confrontés.
Témoignage de vainqueurs. Et donc aller sur le terrain, donc de pouvoir avoir des données documentaires pour savoir quel était le niveau de responsabilité des Français dans les atrocités qui ont eu lieu au Cameroun. Mais on se rend compte que c'est un rapport qu'on produit. Or, il se trouve que dans le droit pénal international, le crime de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et quand on lit les ouvrages, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages de Camerounais et beaucoup d'articles de Camerounais sur la colonisation française en Afrique et au Cameroun, il se trouve que les crimes qui ont été commis relèvent en grande majorité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Est-ce que les Français sont capables donc de permettre à ce qu'il y ait un travail scientifique qui puisse être utilisé contre eux devant le tribunal pénal international? C'est la question qu'on doit se poser. Peut-être qu'ils ont été piqués par le moustique de l'humilité et qu'ils ont décidé qu'il était temps pour eux d'affronter les responsabilités de leurs crimes dans l'histoire. Mais je doute. Parce qu'un rapport pareil existe aussi sur le génocide au Rwanda. Et la responsabilité de la France dans ce qui s'est passé au Rwanda a été démontrée par de nombreux chercheurs. Quand ils ont produit un rapport de plusieurs centaines de pages, ils se sont bien gardés de ce que ce rapport contienne les éléments qui puissent être utilisés contre eux devant les juridictions pénales internationales. Enfin, vous voulez dire qu'on veut tuer l'œuf dans... On veut tuer la poule. La poule dans l'œuf. Ok. Ok. Moi, je ne dirais pas déjà ça, parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est après la remise du rapport au président de la République qu'on a mis en ligne les trois fichiers, c'est-à-dire le volume 1, le volume 2 et puis les annexes, qu'on a mis en ligne ces fichiers. Donc, je ne les ai pas encore lus, même si j'ai parcouru un tout petit peu. C'est un réflexe de chercheur. Mais je ne vais pas d'office condamner le rapport sans avoir une idée de son contenu. À présent, au regard des membres de la commission, parce que je les connais un peu pour avoir lu les travaux de quelques membres de la commission, si je prends pour mon université, nous avons le professeur Ngolène Nadège, qui est une excellente historienne. L'université de Tchang, on a, je crois, 3 membres, Nwembisi Chouake, Cyril Nanfak et Jekwan Ngouné, qui ont déjà travaillé sur les questions des mouvements de contestation au Cameroun. Et à Yaoundé 1, nous avons le docteur Assembe, le professeur Koufan et le professeur Zegwa, dont on connaît les travaux sur ces différents éléments-là. Leur qualité d'historien ne souffre de rien. Donc, si je me base uniquement sur l'équipe, les membres de l'équipe, l'on peut penser qu'on aura un travail de qualité. Cependant, au regard du financeur du projet, on peut peut-être avoir quelques inquiétudes. Celui qui a financé le projet, la preuve, ces fichiers sont téléchargeables dans un site qui est bien logé en France. C'est normal. C'est la France qui a financé le projet. L'on compte beaucoup plus, c'est-à-dire avant de lire ce rapport et de donner mon sentiment, je vais quand même dire quelque chose. Ils n'ont pas seulement exploité les archives de la France, ils ont également exploité les archives du Cameroun, même si je dois regretter peut-être que les archives nationales du Cameroun ne soient pas en bon état. Je ne sais pas si on l'a rangé, mais la dernière fois où j'y étais, c'était en travaux et ça avait déjà assez duré. Et c'est un peu le problème au Cameroun avec les archives. Or, un historien ne peut pas travailler sans les archives. Par le passé, les archives nationales de Boya, parce qu'il y a 2 archives nationales au Cameroun, Yaoundé et Boya, c'était très très classé, très très ordonné, avec un personnel très très, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Les archives des départements et des régions existaient et depuis un certain temps, ce n'est plus vraiment le cas. Voilà, il paraît que dans certaines régions, c'est encore possible. Donc, le Cameroun, le gouvernement camerounais a mis en place une commission pour l'écriture de l'histoire du Cameroun aussi. On espère que, même si il paraît que cette commission est un peu déjà très très lente, parce que ça fait quand même longtemps, on ne sait pas à quel niveau elle est sous la tutelle de direction du ministère de la Culture. On espère que cette commission, composée essentiellement des Camerounais sur l'écriture de l'histoire du Cameroun, va produire un document qui permettra d'apprécier, de sorte que si on est déçu par le rapport
donner au président aujourd'hui, comme vous le dites. Si on est déçu, au moins le document produit par le Camerounais sous la responsabilité du ministère de la Culture permettra de connaître l'histoire véritable du Cameroun écrite par des Camerounais. Mais pour l'instant, le rapport ne l'ayant pas encore lu, je ne peux pas commencer à dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Mais au regard de la qualité des... Au regard de la qualité... C'est un bon pas, mais il faut... Au regard de la qualité de ses membres, ne serait-ce que du côté camerounais, moi je peux déjà lui donner une caution positive. On va peut-être prendre quelques grandes lignes en diagonale, des recommandations du volet recherche de cette commission. En France, tenu d'un discours du président de la République française reconnaissant le rôle et la responsabilité de la France dans la guerre du Cameroun, qualifiée de guerre de décolonisation, et à ce titre, l'existence de violences répressives, reconnaissance d'événements violents de Douala de septembre 1945 et inscription de ceux-ci dans la séquence répressive menée par les autorités françaises, reconnaissance des répressions politiques, diplomatiques, policières et judiciaires employées par les autorités françaises contre le mouvement indépendantiste UPC, l'Union démocratique des femmes camerounaises et des FEC et de la jeunesse démocratique du Cameroun intensifiée après son interdiction en 1956. 55, pardon. Voilà. Reconnaissance des violences multiples exercées par les troupes coloniales et camerounaises placées sous le... coloniales et camerounaises. Oui. Okay. Sous le commandement des officiers de l'armée française dans le cadre d'une guerre totale, inspirée par la doctrine de la guerre révolutionnaire, violences interpersonnelles, qu'elles soient d'ordre psychologique, sexuel ou physique, exercées par les militaires en situation de domination de civils, violences liées à l'organisation contre-révolutionnaire, c'est une lecture diagonale, reconnaissance de la responsabilité de l'armée française et plus généralement de l'État français dans les morts et les assassinats de certains leaders de l'UPC. C'est déjà une bonne chose. Ici présenté dans l'ordre chronologique. Isaac Nyobé Pandjok, Ruben Nyobé, Félix Roland Momier, Paul Momo, Jérémy Ndélé, reconnaissance de soutien politique, militaire et financier apporté par la République française à l'État camerounais dans sa lutte contre le mouvement d'opposition après 60. Alors, au Cameroun, discours du président de la République du Cameroun reconnaissant la guerre du Cameroun comme guerre de décolonisation et à ce titre l'existence de violences répressives exercées par les autorités coloniales et l'armée française avant et après l'indépendance. Pardon. Érection et valorisation par l'État des lieux de mémoire du Cameroun par la position de plaques commémoratives d'édifices publics renommés et la construction de monuments. Bref, on aura certainement... Et enfin, au Cameroun, organisation d'une journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de la guerre de colonisation. Peut-être un commentaire, on regarde ça. On a le sentiment que... Oui. C'était pas la guerre de décolonisation, c'était la guerre d'indépendance. Voilà. Et la nuance en vaut la peine. Le Cameroun était un pays sous tutelle. On n'était pas une colonie. C'était pas une colonie. Commentaire? Oui, je partage cet avis. C'était la guerre d'indépendance. Et puis, les travaux d'Achille Bembe sont clairs là-dessus. Ah, oui. Ils sont plus... En tout cas, pour moi, c'est les sources principales. Et en attendant voir ce qui sera mis dans le rapport, il y a un certain nombre de documents dont on peut s'inspirer pour connaître exactement ce qui s'est passé. Les ouvrages d'Achille Bembe, les ouvrages de Nwembi Sichouake, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'auteurs camerounais qui ont déjà écrit. Donc, vraiment, on attend de lire le rapport pour voir quelles sont les sources qu'ils ont exploitées et qui n'étaient pas encore exploitées jusqu'à date. À partir de là, on pourra donner un commentaire plus approfondi. Les archives qu'ils ont déclassifiées ont servi à produire ce rapport. Oui, bien entendu. On verra ça. Je crois que les annexes sont constituées des sources, parce qu'il y a le troisième fichier, constitué des annexes. Ils sont constitués des sources qu'ils ont utilisées. À partir de là, on verra s'il y a des nouvelles sources qui n'avaient pas encore été exploitées par des auteurs qui ont écrit des travaux sur ces questions-là. Tout à fait. Et n'ont pas oublié de préciser que il y a aussi des Camerounais qui étaient avec eux dans ce travail. Non, je crois que c'est dit de façon... Non, c'est dit. Sauf que c'était l'armée française, c'était pas l'armée camerounaise. C'était pas l'armée camerounaise, on n'avait pas d'armée. Donc on aura le temps de mieux exploiter ces documents et qui s'est peut-être dit consacrer
des émissions pour mieux comprendre, mieux expliquer. Et on espère compter à nouveau sur votre participation. Mais vraiment, chers messieurs, merci infiniment pour l'émission de ce soir. Merci pour vos contributions, vos sagesses, vos lumières que vous avez apportées pour le plaisir de nos téléspectateurs de décrypter les 6 facettes de la crise anglophone telles que analysées, perçues par le ministre Abouem Achoyi, de regretter mémoire désormais, et qui a apporté évidemment sa pierre à la construction de notre pays. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table.